Passer à un autre sujet qui est peut-être passé inaperçu, mais c'est une étude que a réalisée l'Observatoire dirigé par Nicolas Povromonti, l'Observatoire de l'immigration, sur le rôle de l'immigration et l'impact de l'immigration en France sur les comptes de la Sécu. Est-ce que l'immigré n'est pas le bouc émissaire d'ailleurs de votre étude, Nicolas Povromonti ? Ce qui est certain, c'est que nos systèmes de santé souffrent déjà d'un ensemble de pathologies, si je peux me permettre cette métaphore, avant que ne se pose la question des effets de l'immigration, très clairement. Il n'en demeure pas moins que l'immigration, par la nature des besoins en soins qu'elle dessine, par la nature de l'immigration reçue aujourd'hui, crée une pression particulière sur un ensemble de secteurs du système de santé qui sont déjà sous tension. C'est le cas des urgences, c'est le cas de la psychiatrie, c'est le cas des filières de greffe, par exemple. Et de ce point de vue-là, on rajoute finalement un niveau de difficulté sur la soutenabilité des finances de la Sécu et sur la soutenabilité de l'offre de soins qui connaît déjà des difficultés préexistantes, ça va de soi. J'entends tout à fait vos précautions d'usage et vos précautions rhétoriques, parce que l'une des questions, en fait, quand on regarde et quand on se plonge dans les comptes de la Sécu, enfin, en tous les cas, quand on se plonge dans tout ce qui est dit dessus, des descriptions de ces comptes de la Sécu et des problèmes qu'ils rencontrent, c'est que, notamment à la Cour des comptes, ce qu'on pointe, c'est surtout le poids pris par les retraités et demain celui du grand âge. C'est surtout ça qui fait plonger les comptes de la Sécu. Bien sûr, mais de ce point de vue-là, il est intéressant de noter que cette augmentation des dépenses liées à ce qu'on appelle le papy boom, qui est effectivement objectivé, elle est vouée à décroître à terme. Les projections prévoient qu'à partir de 2050-2060, on pourrait avoir une baisse des dépenses maladie, notamment, parce que le cap démographique du papy boom sera passé. Mais ce que dessine la politique d'immigration et la structure de l'immigration reçue en France aujourd'hui, c'est une autre dette de santé, une dette de santé importée par l'immigration, qui pourrait à terme annuler les effets de décroissance des dépenses d'assurance maladie liées au passage du cap du papy boom. Parce que sur la première génération, les immigrés sont en moyenne en moins bon état de santé que les natifs. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un des points très intéressants de votre étude et de l'interview que vous avez accordée au Figaro. C'est que vous expliquez que généralement, de façon générale, dans le monde, les immigrés sont en meilleure santé que les nationaux, que les non-immigrés. Mais en France, c'est l'inverse. Les immigrés sont en mauvaise santé, en plus mauvaise santé que les non-immigrés. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que la règle, finalement, observée scientifiquement au niveau mondial, consiste à observer que les immigrés sont globalement en meilleure santé que les populations natives des pays d'accueil, pour différentes raisons, parce que plus jeunes, parce qu'en meilleure forme physique, parce que la migration implique aussi souvent un état d'énergie psychologique, mais aussi physique, qui est non négligeable. Et effectivement, cette vérité générale ne se vérifie pas. On voit, par exemple, sur cette image, elle est très intéressante, parce que on voit, outre que les conditions d'immigration sont généralement épouvantables. On voit que ce sont des hommes, souvent, et des hommes jeunes. Alors là, c'est quand même un canal d'immigration assez particulier qui est celui de la traversée irrégulière par la Méditerranée. En France, on a la spécificité d'avoir une immigration qui est très familiale. Sur la période 2005-2020, les données de l'OCDE nous permettent de voir que la France a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. Et là, on a un public un peu plus diversifié que celui qu'on voit sur cette image, avec notamment plus de femmes et aussi avec plus de personnes qui sont potentiellement en moins bon état de santé physique, parce que l'immigration familiale n'est pas corrélée à l'activité économique. C'était le sens également de Marc, et c'est la question qui me venait à l'esprit en lisant ça dans votre étude, c'est pourquoi justement en France les immigrés sont en plus mauvaise santé que les non-immigrés. Alors il y a différentes raisons à ça. Il y a d'abord la nature de l'immigration reçue, je l'évoquais, plus largement pour motif familial. Il y a aussi une question de pays d'origine, c'est-à-dire que la France reçoit l'immigration la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays de l'OCDE. C'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne. Les données de l'OCDE permettent de voir ça, qui sont aussi des pays où les systèmes de santé sont plus défaillants que dans d'autres pays d'origine des immigrations reçues ailleurs en Occident. Et on pourrait... C'est-à-dire que par exemple, l'immigration pakistanaise en Grande-Bretagne ou l'immigration turque en Allemagne envoie moins de personnes
en mauvaise santé, les systèmes d'origine sont meilleurs que les systèmes, par exemple, en Afrique. Alors, dans le cas du Pakistan, c'est effectivement contestable, mais il y a beaucoup de pays européens dans lesquels l'immigration est majoritairement européenne, donc avec des systèmes de santé de niveau comparable ou proche, ou des immigrations, je prends le cas de l'Espagne, issues d'Amérique latine, où les systèmes de santé ne sont pas comparables à ceux de l'Europe, mais sont quand même de meilleure qualité qu'en Afrique. Donc il y a aussi la question de la dette de santé, elle renvoie au fait que certains systèmes de santé des pays d'origine sont défaillants, et que la politique d'immigration revient à importer les effets de ces défaillances dans les pays d'accueil, en l'occurrence en France. Et peut-être un autre facteur d'explication pour terminer là-dessus, tient au fait que l'immigration reçue en France est en moyenne plus pauvre que celle reçue dans le reste de l'Union européenne. Pour vous donner juste une donnée, 2020, les données de l'OCDE, ce sont les dernières dont nous disposons, on avait presque la moitié, 47,6% des étrangers extra-européens vivant en France qui étaient sous le seuil de pauvreté, ce qui était un taux 4 fois supérieur à celui des Français, et le taux le plus élevé des étrangers extra-européens parmi tous les pays de l'UE, à comparaison avec l'Espagne qui est à peu près ex aequo. Et évidemment, quand on est aussi dans une situation de pauvreté, à la fois on contribue moins au système de santé, mais on a aussi plus de risques de développer un certain nombre de pathologies qui sont socialement situées, dirons-nous. Je vous cite, l'analyse de cette consommation de soins doit être évidemment pondérée, donc vous parlez de la consommation de soins des immigrés, doit évidemment être pondérée par le fait que de très nombreux immigrés contribuent au financement de l'assurance maladie par leur travail et leur cotisation sociale. Ça va de soi. Il n'en demeure pas moins que ces contributions individuelles, nombreuses et absolument incontestables et incontestées, ne changent rien au constat global, moyen, structurel, qui est celui que les immigrés en France sont en moyenne en moins bonne santé et donc consomment plus de soins, notamment pour un certain nombre de pathologies lourdes et chroniques. On pourrait multiplier les exemples. La prévalence de l'hépatite B chronique en France est 40 fois supérieure chez les personnes nées en Afrique subsaharienne que chez les personnes nées en France métropolitaine. L'incidence de la tuberculose est 10 fois supérieure chez les personnes nées à l'étranger. Si on prend le cas des immigrés irréguliers, l'IRDES, donc qui est un institut ministériel, a pu estimer qu'en France, un immigré irrégulier sur 6 souffre de troubles de stress post-traumatique. Donc il y a toute cette question-là d'une part. Et d'autre part, l'autre partie du constat structurel tient au fait que l'immigration reçue en France est globalement moins en emploi qu'ailleurs. En 2020, selon l'OCDE, on avait à peine la moitié, 51,7% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupaient un emploi dans notre pays. C'était 14 points de moins que les Français. Et ce constat global est tel que lorsqu'on consomme plus de soins et qu'on y contribue moins en moyenne, même s'il y a évidemment énormément d'immigrés qui y contribuent, le résultat ne peut être que déficitaire. Est-ce que la cause principale de l'immigration, est-ce que la cause principale de l'immigration en France est devenue le système de santé ? Alors, c'est un motif parmi d'autres. D'accord, c'est un motif parmi d'autres. Mais quelle est justement l'importance de ce motif ? Et quel est combien d'immigrés viennent pour le système de santé ? Alors, un élément de quantification a été donné il y a... On sait par exemple, mais que beaucoup de Français qui ont, choisi de s'expatrier à l'étranger ou de migrer à l'étranger, de travailler durablement à l'étranger, parfois, quand ils rencontrent un problème de santé eux-mêmes ou pour leurs enfants, reviennent en France parce qu'ils savent que le système de santé, en tous les cas, ils se disent que le système de santé est meilleur. Non, tout à fait. Plus avantageux. Alors là-dessus, on a quand même des éléments de quantification. Il y a de ça 5 ans, l'Inspection générale des affaires sociales, qui suit de près ces sujets, avait produit un rapport tout à fait éclairant sur l'AME, l'aide médicale d'État, donc on le sait, un dispositif réservé aux clandestins, aux étrangers en situation irrégulière sous conditions de ressources, dont le nombre de bénéficiaires a été multiplié par 3 en 20 ans. Et l'IGAS donc avait pu estimer que un quart des immigrés irréguliers citaient les soins comme motif de leur venue en France, comme l'un des motifs principaux. Donc c'est un phénomène qui est loin d'être marginal, mais qui s'inscrit plus structurellement dans un ensemble de faisceaux d'attractivité sanitaire et sociale qui singularisent la France par rapport à ses voisins. Est-ce que d'ailleurs on a un comparatif entre effectivement ce déclaratif-là, c'est-à-dire les causes d'immigration données par les immigrés, et les perceptions par les nationaux, c'est-à-dire que est-ce qu'on a un différentiel, pour parler clair, pour parler simple,
il est fréquent d'entendre des personnes venant de l'hôpital, en particulier des urgences, dire que il y a toute la misère du monde qui se retrouve dans ces structures-là. Or, d'après ce que vous dites, ce n'est pas la première cause d'immigration, en tout cas aujourd'hui en France. En tout cas, c'est l'une des causes principales sur certains types d'immigration, et je pense notamment à l'immigration irrégulière, ce qui n'est pas sans lien avec l'existence de l'aide médicale d'État et son caractère singulier en Europe. Pourquoi ? Parce que l'aide médicale d'État... c'est une prise en charge à 100% du panier de soins, à de très rares exceptions comme les PMA et les cures thermales. L'éventail de cette prise en charge intégrale est vraiment une singularité française. Évidemment, partout ailleurs en Europe, il n'existe aucun pays où on laisse les gens mourir dans les urgences vitales, où on ne prend pas en charge, par exemple, des femmes qui accouchent. Ça se fait partout. En revanche, cette prise en charge intégrale du panier de soins, c'est un élément d'attractivité, mais qui doit être compris dans le paysage global de l'attractivité française. Il y a la santé, il y a le logement, par exemple. Vous voyez, la France est l'un des très rares pays en Europe et dans le monde à avoir inscrit dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes. À quoi ça aboutit ? Ça aboutit à ce que, nous dit la Cour des comptes, 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence du parc de l'État sont aujourd'hui occupées par des immigrés irréguliers. Donc le facteur santé plus le facteur hébergement plus l'ensemble des facteurs de prise en charge de l'accueil et du séjour contribuent à ce qu'il faut bien appeler une singularité française. Ce que vous êtes en train de me dire aussi, c'est que quand même de façon plus générale, aujourd'hui, la disponibilité de l'État-providence est un facteur qui favorise l'immigration. Sur le long terme, il y a un arbitrage à faire entre le maintien d'un État-providence généreux, large d'une part, et l'ouverture migratoire large d'autre part. C'est un arbitrage qu'ont fait un certain nombre de pays en Europe. Le cas qu'on cite souvent et à juste titre en la matière, c'est le Danemark. Le Danemark, dont la social-démocratie a posé sur la table la question de cet arbitrage et a choisi une voie de restriction de certains types d'immigration, immigration familiale et asile, pour assurer la pérennité de l'État-providence. Ça tient à la fois à des considérations financières, de soutenabilité. Il faut que les comptes soient équilibrés et le type d'importation de dette de santé ou de dette sociale que je décrivais n'y contribue pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça pose aussi, peut-être plus largement encore, une question de consentement des populations. C'est-à-dire qu'un État-providence, c'est un haut niveau de taxation et un haut niveau de redistribution. Ça se conçoit dans des pays qui ont un sentiment de cohésion forte, un sentiment national qui s'apparente finalement à un lien familial étendu. Dans une société fracturée, le consentement à l'impôt et donc à l'État-providence est voué à décroître. Est-ce que, justement, une des questions qui vient naturellement à l'esprit quand on vous lit, c'est quels sont les secteurs les plus touchés ? On a parlé des urgences tout à l'heure, j'imagine que c'est l'un des secteurs les plus, en tout cas, les plus concernés. Y a-t-il d'autres secteurs qui sont concernés, où on observe en tous les cas une attraction Alors on pourrait effectivement, on peut en citer plusieurs. J'évoquais la psychiatrie, liée notamment à la prévalence d'un certain nombre de troubles. J'évoquais les données sur le stress post-traumatique chez les immigrés irréguliers. Donc, le secteur psychiatrique, les urgences, le secteur psychiatrique. Certaines filières de greffe. Vous voyez, par exemple, en 2022, il y a eu environ 3500 greffes de reins en France, avec un temps d'attente médian de 2 ans et demi. Et cette même année, il y a eu, nous dit l'Office français de l'immigration et de l'intégration, 1700 demandes de titre de séjour pour soins pour des personnes qui avançaient des motifs d'insuffisance rénale, dialyse, besoin de greffe. Et évidemment, ça crée des situations délicates où il y a déjà une pénurie de greffons, pour dire les choses clairement, où dans le même temps, on donne, avec le titre de séjour pour soins, qui est un dispositif quasiment unique au monde, qui fait qu'on donne un titre à un étranger malade parce qu'il est malade, on importe des gens qui ont besoin eux aussi d'une greffe et qui, du fait des critères d'attribution, peuvent être amenés à passer devant en termes de priorité parce que plus jeunes et donc parce que moins de risques de rejet. Quelles sont les solutions ? Alors, la question de l'impact... Est-ce que vous avez moins d'une minute ? Oui, je vous en prie. Alors, en moins d'une minute... c'est évidemment difficile parce que l'impact de l'immigration sur le système de santé se conçoit dans le cadre de la politique globale d'immigration. L'idée, c'est d'éteindre progressivement, si on souhaite pouvoir maintenir une soutenabilité du système de santé, un certain nombre d'attractivités singulièrement françaises qui contribuent à un phénomène d'immigration pour soins. Je l'évoquais, les titres de séjour pour soins, dispositif unique au monde, rien ne nous y oblige dans le droit européen, rien ne nous y oblige dans notre droit constitutionnel interne. Ça fait partie des leviers sur lesquels on peut agir assez rapidement. Si on le fait. Une autre solution, rapidement ? Et une autre solution peut consister, par exemple, dans un délai de carence pour bénéficier de l'éventail complet de remboursement de l'assurance maladie quand on en a besoin.
Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti. Votre étude très complète, très intéressante sur l'immigration et le système de santé est à retrouver sur le site de l'Observatoire de l'immigration. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, et on continue de suivre également l'actualité sur le site du Figaro et notamment les suites du procès Pellico à Avignon. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. À très vite sur le Figaro TV.